Alors, je vais commencer par vous montrer deux exemples de maisons d'édition qui ont choisi, en connaissance de cause des conditions juridiques, de mettre leur production, leur livre, sous licence libre. Donc ça, c'est une maison d'édition belge qui a décidé de rédiger son ouvrage d'édition en s'appuyant sur la licence art libre, avec une licence copyleft. Et ils l'ont fait de façon très sérieuse. Voilà. Donc, c'est un contrat qui est minimaliste, non exclusif, qui respecte les pratiques revendiquées par les auteurs. Alors, auteur, c'est un mot inclusif, donc il est compatible avec le droit belge, etc. Et je vais vous le montrer. Donc, rappelle ce que tu nous montres, c'est un contrat d'édition qui a été fait avec le standard. Ouais. Pardon, toi, c'est pas grave si ça l'école ou un professionnel. Ouais. Donc, en fait, ce qui est important quand on entreprend, parce que la vie est l'esprit, toute production d'esprit, œuvre de l'esprit, je le sais, parce que œuvre de l'esprit, c'est exactement ce qui est le vocable qu'on trouve dans le code de propriété intellectuelle. On parle d'œuvre de l'esprit. Et de fait, les œuvres de l'esprit, soit écrites, images, sons, etc., elles sont sous copyright, sous droit d'auteur conventionnel. Et ça, c'était avant l'Internet, c'était avant le numérique. L'Internet et le numérique et les IA ont un peu modifié la donne. Donc, il y a des nouvelles conditions d'exercice de l'écriture, de la lecture, de la consommation des œuvres culturelles, en rapport avec les spécificités du matériau numérique et du transport réticulaire de l'Internet. Ce à quoi correspondent des licences libres. Les licences libres issues des logiciels libres ont été spécialement écrites en intelligence avec l'Internet et le numérique. Ça a concerné en premier temps les logiciels, avec les logiciels libres. Ensuite, ça a été d'autres productions. Moi, j'ai rédigé avec des juristes la licence art libre, qui a été la toute première licence copyleft avant les Creative Commons, 2 ans avant, et 4 ans avant qu'elle ne soit traduite en français. Et donc, ce sont des licences qui, légalement, autorisent la copie, la modification et la diffusion des œuvres, avec un interdit fondamental qui fait tenir ces 3 libertés. Et on ne peut pas avoir de jouissance exclusive sur ce qui a été mis ainsi en libre. Ce qui est ouvert, ce qui est libre, reste libre. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que, très bien, je mets mes œuvres en libre. David a dit tout à l'heure que ça faisait 20 ans qu'il faisait des choses libres, parce que c'est son état d'esprit, il connaît bien l'Internet et le numérique. Sauf que il est important que ce soit spécifié par un contrat. Parce que sinon, libre, ça ne veut rien dire. Le copyleft, parmi d'autres licences libres, par exemple, Creative Commons en présente 6. Il y a 6 types de licences libres, plus ou moins. L'intérêt du copyleft, c'est l'interdit dont je vous ai parlé tout à l'heure. On ne peut pas avoir de jouissance exclusive sur ce qui est ouvert. Ça veut dire que c'est libre, donc je peux le copier, je peux le modifier, je peux le diffuser, je peux même en faire un commerce. Parce que libre, ça ne veut pas dire gratuit. Le gratuit, ce sont les plateformes qui se font plein d'argent avec nos données qu'on leur donne gratuitement et qu'on ne contrôle absolument pas. Ça, c'est gratuit. Le gratuit, c'est vraiment de l'argent. C'est le vol, tout simplement. Hein. Avec les logiciels libres, avec les œuvres libres, ça n'est pas gratuit, c'est gracieusement mis à disposition. Il y a dans l'idée du libre copyleft l'idée de beauté de geste. Je mets gracieusement mes œuvres parce que je pense que ça peut être
profitable pour tout un chacun, et que ça fait partie effectivement du geste artistique. Et puis c'est la connaissance intellectuelle. Enfin, on n'est pas obligé d'être dans du commerce, dans tout quoi. Tout à fait. Ah, Et par exemple, pour moi, une des premières œuvres, une des œuvres capitales de l'Internet, c'est Wikipédia. Wikipédia est sous copyleft. Oui, mais ils réclament de l'argent en ce moment. Ah, oui, bien sûr. donc c'était Pareil, là, si vous voulez, je pourrais aborder la question de comment. Voilà, ok, c'est bon, mais comment est-ce qu'on gagne sa vie? C'est un autre modèle. Non, mais bon. Wikipédia n'aurait jamais pu être le succès qu'il a été s'ils avaient mis leur projet sous copyright, sous droit d'auteur conventionnel. C'est parce qu'ils ont ouvert la plateforme à l'enrichissement de tout un chacun que ça a pu devenir ce que c'est devenu. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Un autre exemple, du côté des logiciels, lors du festival Ars Electronica en 1999, Linus Torvalds, donc l'inventeur du système d'exploitation Linux, a été primé catégorie Internet pour son système d'exploitation. Non pas pour une image visiblement artistique avec des choses esthétiques, pas du tout. Pour un système d'exploitation, et pour la raison qu'ils ont privé là-dedans l'ensemble des constructeurs qui ont mis de leur geste gracieux à fabriquer ce système d'exploitation. Et là, moi je pense que c'est là qu'il y a une qualité fondamentale, hein, outre les qualités qu'on peut observer avec les œuvres qui sont faites sous licence libre, mais la qualité fondamentale, elle est dans l'institution juridique de la beauté des gestes. Ce qui permet un commun, ce qui permet à ce qu'on soit sur la même plateforme en intelligence. Et ce qui permet des échanges entre nous, ce qui permet d'enrichir un texte d'autrui, de rebondir, d'en faire autre chose. Donc c'est ça que je vous propose. Avec certains arguments que j'aurais pu vous montrer de maisons d'édition qui ont choisi cette voie-là, j'ai apporté qu'un derrière toi, David, dans mon sac, il y a 2 livres. Il y en a un d'Ariel Kirou. Ariel Kirou, qui est un journaliste qui était chez Actuel, il a publié aux éditions Influx. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus des petites maisons d'édition alternatives. Révolution du net, il l'a publié, il y a la mention du légal, hein, sous licence libre. Ariel Kirou. Ah ouais, chez Inculte. Ouais. Chez Inculte. Ah, super. Donc comme quoi c'est possible. Et ça a marché, enfin, commercialement ça a marché. Donc il n'y a pas de contradiction entre ce qui est libre, visiblement gratuit parce que je peux le télécharger, et ce qui par ailleurs peut se vendre en version papier et qui est rémunérateur. Il n'y a pas de contradiction. Ça c'est un autre ouvrage qui s'appelle Manuel, c'est de Jean-Baptiste Farkas. C'est aux éditions Riot, et c'est un manuel de mode d'emploi de passage à l'acte. Donc c'est un artiste contemporain qui fait des protocoles, mais qui fait des protocoles qu'on puisse les réaliser. Donc voilà. Et je vais passer ces 2 exemples de livres. J'en ai plein d'autres, il y a des bandes dessinées, il y a plein de choses qui déjà ont amorcé cette idée-là de à la fois être en intelligence avec l'Internet, le numérique, et puis les IA maintenant qui vont mettre des questions de droit d'auteur encore là-dedans, et la vie ordinaire, pour des raisons économiques, il faut bien qu'on puisse vivre. Alors là, si vous voulez, je peux tout de suite répondre, parce que c'est la question qui vient tout de suite, c'est mais oui, d'accord, ok, c'est bien, beauté du geste, geste gracieux, grâce du don, formidable. Wikipédia, superbe réussite de l'Internet.
Comment est-ce qu'on fait pour vivre? Dans la licence art libre, cette question-là n'est pas traitée. C'est un autre domaine. Et à mon humble avis, je pense que ça va venir avec, là aussi c'est une question d'affirmation, d'institution, du revenu minimum d'existence inconditionnel pour tous, pour tout le monde. En fait, pour tous les auteurs que nous sommes devenus, pour tous les artistes que nous sommes devenus, de fait, vu le temps libre qu'on peut avoir, vu les activités créatives qu'on peut avoir, et donc l'institution de ce revenu minimum de base serait une solution. Elle est en travail. C'est intéressant parce qu'elle est en travail aussi bien à droite qu'à gauche. À droite, il y a des libéraux, des think tanks Génération Libre. Ils ont développé un concept qui s'appelle Libère. Je pourrais vous le montrer. Où eux sont vraiment partisans d'un revenu de base, hein, un revenu citoyen, un revenu d'existence. Donc ça, c'est pour la droite libérale. Et pour la gauche issue des luttes sociales, c'est le revenu salarial de... Comment s'appelle-t-il? Bernard Friot. Bernard Friot, voilà. Donc voilà, on a les deux pôles gauche-droite qui sont en train de travailler cette idée, qui fait vraiment son chemin, qui a été proposée déjà un peu partout dans le monde, qui a été effective pendant un moment au Brésil, qu'il est depuis quelques années en Alaska aussi, qui a été proposé en Finlande, enfin voilà. Et à mon sens, si on veut être réaliste d'un point de vue économique, parce que moi je ne peux pas défendre l'idée que les œuvres libres, les logiciels libres vont suffire à rémunérer les auteurs, ça c'est pas vrai. La plupart des développeurs que je connais en logiciel libre et les auteurs qui font aussi des œuvres libres ne vivent pas. Ils ont un job à côté. Par contre, je connais 3 entreprises sur Paris qui vivent grâce à des logiciels libres. Ils donnent le logiciel à leur client. Ils ne vont pas se rémunérer sur l'objet. Ça, c'est intéressant. Écoutez bien, parce que là, il y a une basculement. On ne se rémunère pas sur l'objet. L'objet, il est copiable, diffusable, etc. Au contraire, on le laisse ouvert pour qu'il soit enrichi, débugué par les usagers. Et on va se rémunérer sur la périphérie, sur les services associés. Donc pour le logiciel, c'est la maintenance, c'est la hotline, c'est l'installation bien précise, etc. Je pense qu'il faut différencier effectivement l'acte de création, qu'il soit logiciel, qu'il soit auteur, etc., et la rémunération. Trouver des modèles pour être rémunérés. Là, par exemple, sur les éditions L, les auteurs touchent l'intégralité de la vente de leurs livres, en fait. Ouais, Il n'y a pas de... La question marchande, elle ne se pose pas, du coup, et il y a quand même une rétribution des auteurs, même si c'est des petites quantités, etc., etc. Donc, en tout cas, par rapport à ce que tu as dit, ce qu'on va essayer d'intégrer dans la V2, et c'est des questions qui se posent et qui vont être importantes pour la V2, c'est quand un auteur crée un manuscrit, il est en connaissance de cause la question de la licence d'art libre, qu'il décide de mettre son texte en licence d'art libre ou pas, mais ça, c'est une discussion qu'on aura plus en détail pour la suite. Mais en tout cas, que la question du droit et avec toutes ces questions que tu as posées, et voilà, quand je vois qu'Ariel Kirou a fait son livre en licence d'art libre chez un culte, ça prouve que c'est faisable, ça prouve que ça a un sens. Ce contrat d'édition de la maison belge, peut-être qu'on pourra l'intégrer, modifier, tu vois. Ça, c'est l'éditeur. Ah voilà, oui. D'accord, ouais. Là, c'est suisse. Ouais. La Belge. Mais les Suisses, ils n'ont pas besoin d'argent, en fait. Mais alors, quand on va sur le site, elle, hein, on paye à qui? On paye au circuit, elle, ou on paye directement à l'auteur? Alors, Et par carte sur, bleue, sur les éditions L, donc l'auteur détermine le prix, et celui qui s'abonne arrive sur un PayPal, et il paye. Et alors, dans la V1, l'argent va sur un compte commun, mais dans la V2, chaque auteur aura son compte, ça ira sur son compte à lui directement. Et pour le print, évidemment, il y a les frais fixes, donc ça, on ne peut pas. Voilà.
Pour le print, il y a le prix de l'ISBN, plus de 40 €, il y a les frais fixes de print. Mais ça veut dire que quelqu'un qui va aller sur le site et qui va acheter ou s'abonner au print, il va y avoir les quelques euros de frais de print et de ISBN et de tout ça, quoi. Mais le prix, c'est des photocopies. Non, non, le print, c'est un PDF que tu reçois chez toi. C'est de l'auto-édition, mais voilà, c'est intégrer le système d'auto-édition dans la plateforme pour que les gens puissent commander le livre en print et le recevoir. Et qu'on puisse aussi imaginer des solutions où on précommande une centaine de livres, par exemple, parce que ça fait baisser les coûts, et qui soient disponibles, pareil, à la vente. Voilà. Mais pour l'instant, le modèle, pour moi, le plus simple, qui va du particulier au général, c'est de dire la personne qui s'abonne, elle paye pour le print ou pour le numérique. Et si elle paye pour le print, une fois que le livre est terminé, il est en publication, elle le reçoit par la poste.